Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans ce nouveau chapitre du cours algorithmique et programmation. Le présent chapitre s'intitule Algorithmique. Nous avons tous que dans le cadre des différents cours de métier d'ingénierie, il y a différents problèmes à résoudre. En ce qui concerne l'informatique, l'objectif pour la résolution de problèmes est de pouvoir développer et trouver une solution par un programme informatique. Alors, pour résoudre un problème, nous avons recours à différentes étapes. Le problème n'est pas résolu par une seule étape. Ces différentes étapes sont décomposées en deux parties. Une première partie qui concerne la logique de la programmation et ensuite une deuxième partie qui concerne la programmation proprement dite. En ce qui concerne la première partie, nous commençons d'abord par une étape d'analyse. Cette étape représente une étape de recherche de la méthode de résolution à utiliser lors des étapes suivantes. C'est une étape qui est très importante parce que lorsqu'elle est bien faite, elle va nous faciliter le déroulement des étapes qui suivent. Ensuite vient la décomposition qui représente un certain moyen pour vaincre la complexité du problème qui est à résoudre. Lorsque le problème est complexe et non pas simple, il revient de décomposer le problème de manière successive jusqu'à arriver ou partir du général jusqu'à arriver aux petits détails qui seraient simples à résoudre. Ensuite vient donc la dernière partie, la dernière étape concernant la logique de programmation. L'objectif est de pouvoir traduire tout de suite vers une représentation simple pour l'homme, quelque chose qui serait compréhensible également par la machine. Et nous utilisons pour cela un code standard qui pourrait être utilisé en amont pour être traduit vers n'importe quel autre langage de programmation tel que C, VB, Java, etc. Donc cette logique de programmation, ces différentes étapes, représentent une solution technique, nous servent ou sont utilisées plutôt pour la résolution technique d'un problème donné. Il s'agit d'un enchaînement logique de différentes étapes qu'il faudra suivre pour résoudre un problème. La finalité, c'est que nous aurons une liste d'instructions qui permettrait de construire le programme. Le programme n'est pas encore construit, mais il devrait l'être suite à la seconde grande étape de la résolution du problème. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme, puisque ceci concerne ou représente le focus de notre chapitre? Un algorithme est une suite finie d'instructions qui devrait être exécutée dans un ordre déterminé et qui est appliqué à un nombre fini de données. Cet algorithme-là est indépendant de l'ordinateur et des langages de programmation. Donc c'est un code, comme je l'ai expliqué, qui est standard, représenté sous forme d'un ensemble d'instructions que la machine est capable de résoudre, mais ces instructions-là, il faudrait les mettre dans un ordre bien précis, car une fois changé l'ordre, on résolverait à ce moment-là un problème autre ou carrément ne pas résoudre le problème en question. Exemple pour illustrer tout cela. Supposons que nous savons résoudre, nous pouvons effectuer les actions de base suivantes. Nous savons creuser un arbre, ou un trou plutôt, reboucher un trou, placer un arbre et nous savons comment il faut arroser. Alors évidemment, ceci ne concerne pas l'informatique, mais c'est une métaphore qui nous permettrait de nous approcher vers des actions de base qu'une machine est capable d'exécuter. Supposons dans une première phase que le problème consiste à planter un arbre. À ce moment-là, l'ensemble des instructions qu'il reviendrait à utiliser serait d'abord de creuser un arbre, ensuite de placer un arbre dans le trou
et ensuite de reboucher le trou. Donc nous pouvons voir que nous n'avons pas exécuté toutes les instructions et que celles qui ont été prises l'ont été dans un ordre précis. Et comme vous pouvez l'imaginer, si nous changeons l'ordre de ces instructions-là, eh bien, probablement ou sûrement, nous n'arriverons pas à planter un arbre et planter un arbre convenablement. Maintenant, changeons de problème et supposons qu'il s'agit de planter et d'arroser plusieurs arbres en même temps. Alors, il faudrait commencer par creuser un trou, placer un arbre dans le trou, ensuite reboucher le trou et ensuite tester s'il existe encore des arbres. Auquel cas, il s'agirait de revenir à la première case, à la première instruction, et d'exécuter ces actions-là, 1, 2, 3 et 4, de manière successive et continue. Et encore une fois, donc le fait de revenir à l'action numéro 4, nous allons tester s'il y a encore des arbres à traiter. Et donc lorsqu'il ne restera plus d'arbres à ce moment-là, nous allons exécuter les actions suivantes qui, elles, par exemple, consistera à arroser tous les arbres qui ont été plantés. Alors on peut facilement imaginer, ou plutôt comprendre, que le fait de planter tous les arbres et de les arroser à la fin aurait pu être une solution du problème, comme c'est ce que nous avons proposé ici, comme nous aurions pu planter et arroser arbre par arbre. Qu'est-ce que nous comprenons par cela? C'est qu'il est possible à un problème donné d'avoir plusieurs algorithmes qui le résolvent et non pas un seul. Prenons un cas beaucoup plus du vécu quotidien au Maroc. Le fait, par exemple, supposons que je veux voyager de Rabat à Casa, comme on le sait, il y a plusieurs algorithmes. Je peux aller retirer de l'argent, ensuite prendre le train, ou bien retirer de l'argent, louer une voiture et partir par voiture, ou bien demander de l'argent à quelqu'un et ensuite d'aller prendre le bus, etc. Alors, comment pouvoir évaluer lorsque nous avons entre les mains plusieurs solutions possibles? Alors, pour pouvoir évaluer est-ce qu'une solution et donc un algorithme est meilleur qu'un autre, nous utilisons des critères de complexité et en informatique, les critères que nous utilisons le plus souvent en termes de priorité sont l'espace et le temps. Lequel de ces solutions nécessite plus d'espace en mémoire, lequel de ces solutions va nécessiter plus de temps. Bien sûr, celui qui va nous nécessiter le moins d'espace et le moins de temps serait le meilleur algorithme. Nous allons évidemment illustrer ces différents concepts par des exemples que nous allons considérer par la suite. Alors, une fois cette première grande étape finie, nous passons au codage. Et donc, le codage consiste, puisque la dernière étape algorithme, j'ai fini par un ensemble d'instructions qui n'ont aucune relation avec le langage. Je vais prendre chacune de ces instructions et les transcrire vers un langage de programmation, qu'il soit C, VB, etc. Et ensuite, je dois passer par une étape de validation qui consisterait à tester le programme à l'aide d'un jeu de test pour pouvoir comprendre assez facilement si je considère que le problème est de pouvoir résoudre une équation du second degré. Donc cela reviendrait bien sûr à tester d'abord, est-ce que lorsque je donne un certain nombre de valeurs que je vais avoir calculées à la main, si le delta est négatif, auquel cas je devrais signaler qu'il n'y a pas de solution. Je peux également prendre le cas où le delta est positif et il faudrait que l'ordinateur me donne deux solutions qui soient distinctes, etc. Donc pour synthétiser cette première étape concernant la résolution d'un problème, que devrais-je retenir? La résolution d'un problème, plus exactement en matière d'informatique, passe par un ensemble d'étapes. On devra commencer par analyser le problème pour le décomposer, pour qu'il soit plus facile à traiter, ou je veux préciser un certain nombre de composantes telles que les données, les résultats, quels sont les liens entre eux. Ensuite, je vais passer à l'algorithme où je vais avoir éventuellement plusieurs algorithmes qui sont possibles et je vais devoir évaluer pour savoir lequel serait le meilleur. Et donc, dans cet algorithme-là, je vais savoir quelles sont les actions que je vais devoir exécuter. Évidemment, un algorithme devrait se terminer et donner le résultat attendu. Si l'algorithme ne finit pas, ce n'est pas une solution à retenir. Et il devrait être bien sûr indépendant de tout langage de programmation.
Ensuite vient la partie traduction où je vais respecter les règles d'écriture du langage choisi. Les, les règles d'écriture du langage C ne sont pas les mêmes que les règles d'écriture du langage Java, qui ne sont pas les mêmes que les règles du langage VB, etc. Ensuite, je vais respecter le découpage qui m'a été proposé par l'algorithme lui-même proposé lors de l'étape d'analyse. Et ensuite, je vais passer à une étape une étape où je vais commenter le programme. Je vais expliquer cela dans les slides qui suivent. Ensuite, je vais tester et exécuter le programme. Donc, exécuter le programme avec une série d'exemples pour voir s'il marche correctement, où je vais pouvoir détecter un certain nombre d'erreurs que je vais devoir corriger. Alors, les erreurs en général sont de plusieurs ordres. Celles qui sont les plus récurrentes sont des erreurs de syntaxe que je pourrais corriger lors de l'écriture. D'accord. Ensuite, des erreurs de logique et bien sûr des erreurs d'exécution. Et je vais donner des exemples de ces différents types d'erreurs dans la suite des slides. Ensuite, une fois que tout ceci a bien marché, il faudrait que je documente le programme. Donc, ceci reviendrait à écrire un manuel dans lequel je vais spécifier un ensemble de connaissances concernant ou d'informations concernant la solution proposée, où je vais parler du rôle du programme, des différents types de données, des résultats de l'algorithme utilisé, des commentaires, etc. Alors, prenons un exemple pour être plus concret. Supposons que le problème revient à trouver le maximum de trois variables x, y et z. Donc ici, on peut voir que si nous analysons, il y a plusieurs stratégies possibles. Soit je vais déterminer le max de deux variables et ensuite le comparer à la troisième variable, soit que je peux comparer chaque variable avec les deux autres en même temps, etc. etc. Alors, prenons un cas prenons une stratégie possible et supposons que nous avons les données, donc les trois variables x, y et z, et le résultat qui devrait être retourné par l'algorithme ou par la résolution serait de déterminer la variable max qui sera le max des trois données que je vais avoir lues préalablement. Alors, l'algorithme serait le suivant, donc un algorithme qui s'intitule maximum de trois variables. J'ai des données en entrée qui sont les x, y et z qui sont toutes les trois de type entier, valeur numérique entière. Ensuite, les sorties seraient, ici il s'agirait d'une seule sortie qui est la variable max qui est de type entier. Éventuellement, je peux avoir une variable temporaire qui s'appelle maxTemp qui serait également elle aussi de type entier. Alors, toutes ces variables-là, comme nous l'avions expliqué dans le chapitre précédent, ce sont des cellules, des cases mémoire dans la mémoire de l'ordinateur. Alors, je commence d'abord par lire x, y et z et si vous vous rappelez, cela revient à récupérer à partir du clavier ces trois variables-là, saisies par l'utilisateur. Ensuite, je teste si x est supérieur à y, auquel cas j'affecte le max temporaire à la variable x. Si y est supérieur à y, à ce moment-là, le maximum temporaire serait la variable y. Donc, arrivé à ce niveau-là, dans la variable maxTemp, je sais exactement quel est le max entre les variables x et y. Et c'est ce max-là que je vais comparer par rapport à la variable z. Donc si ce max-temp est supérieur à la variable z, alors le maximum temporaire, le maximum final serait à ce moment-là ce max-là. Sinon, eh bien évidemment, le max serait z. Une fois fini, donc à ce niveau-là, je connais parfaitement qui est le max entre les variables x, y et z. Je vais pouvoir afficher le maximum et max. Vous voyez dans cette écriture-là qu'elle est composée de deux parties séparées par des virgules. Cette partie-là, entre double quote, est une partie qui est statique, qui ne change pas, qui sera toujours affichée telle qu'elle est. Et ensuite, max, ceci reviendrait à récupérer à partir de la mémoire le contenu de cette variable et l'afficher à l'écran. Alors, cet algorithme, une fois qu'il est écrit, il va falloir que je le traduise vers un autre langage. Donc, comme pour vous donner des exemples, ceci est la traduction en langage C de l'algorithme que nous avons écrit auparavant. Vous voyez qu'ici que je définis toutes les variables que j'utilise, que je vais afficher un message à l'écran. Je vais lire ici, je vais faire mes comparaisons pour déterminer le max temporaire et le max final et ensuite je vais afficher le résultat final. De manière similaire, ceci est un programme, le programme Java, d'accord, qui permet de traduire le même algorithme en
en un nouveau langage ou en langage Java. Et donc les deux programmes ici, écrits de manière ou de syntaxe différente, leur but est exactement le même. Et toutes les deux programmes réalisent la même solution. Ceci est un exemple d'exécution. Si vous voyez ici, je demande la valeur de x, y et z. Donc l'utilisateur ici me donne la valeur 4, ensuite la valeur 5 pour y et ensuite la valeur 15 pour z. La machine va faire son traitement et elle va me répondre que le maximum de trois variables est la variable 15. D'accord? Alors au passage, on peut voir que une fois que j'ai écrit le programme, en insérant quelques erreurs, ici j'ai rajouté un E. Si je le compare par rapport à la programme précédent, ici il n'y a pas de E. Ici je rajoute un E et à ce moment-là, je vais avoir une erreur. Si vous voyez, il va y avoir une erreur. Il va me dire que je ne connais pas que veut dire cette instruction-là. Et donc ceci est un type d'erreur de syntaxe. Je vous rappelle que les erreurs que nous avions discutées auparavant, soit de type syntaxique, logique et d'exécution. Donc je viens d'expliquer une erreur de type syntaxique, ensuite de logique. Il se peut très bien que je change par exemple x supérieur à y, que je change par x inférieur à y. D'accord? Il n'y a pas d'erreur en supposant que j'ai réglé ce problème-là. J'ai écrit printf de manière très correcte. En changeant supérieur par inférieur, eh bien, le programme ne contient aucune erreur syntaxique, mais par contre, la logique ne va pas correspondre à ce qui est recherché dans le programme. En termes d'erreur d'exécution, supposez que ici, le programme aurait consisté à faire la division de deux variables, x par y, x par y, en supposant que je dise que max est égal à par exemple x divisé par y. Le problème, l'exécution que je vais avoir, il n'y a pas d'erreur de syntaxe, il n'y a pas d'erreur de logique, mais par contre, si je saisis la valeur 0 pour la variable y, à ce moment-là, la division ne peut avoir lieu et c'est au cours de l'exécution que l'erreur va apparaître. Voilà. Alors, une fois que nous finissons, nous devons d'abord commenter notre programme, rajouter des commentaires. Ici, que veut dire un commentaire? Ce sont de l'écriture que je rajoute, des notes que je rajoute dans le programme que le langage lui-même ne prend pas en considération, qu'il va ignorer, mais qui permettent à une personne, un programmeur en lisant de programme, de comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez ici que j'ai rajouté une ligne juste avant la déclaration de mes variables en disant que ce sont les données, les résultats et les variables temporaires. Je peux mettre une note au début pour expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit. Ce programme consiste à déterminer le maximum, etc. etc. Donc ceci consiste en la documentation ou à rajouter des commentaires dans le programme. Bien sûr, je peux aller plus loin en fournissant une documentation plus précise, un manuel qui va préciser l'algorithme, le programme choisi, les différents tests qui ont été faits, etc. Alors, donc jusqu'ici, nous avons en fait abordé la résolution de problèmes sur le plan informatique de manière générale en suivant les différentes étapes que nous devons suivre du début jusqu'à la fin, la partie logique de programmation et la partie programmation. J'ai même expliqué les différents types d'erreurs qui peuvent survenir en cours d'exécution ou en cours d'édition. Alors évidemment, notre objectif dans cette première partie du cours est de nous concentrer sur l'algorithme et comment nous pouvons écrire l'algorithme d'un problème donné avec les différentes instructions possibles. Donc c'est sur quoi nous allons nous concentrer. Alors, les composantes d'algorithme, nous avons expliqué un algorithme tout à l'heure, nous allons le reprendre ici, mais il comporte ces différentes composantes. Donc un programme, un algorithme comporte une partie en tête et une partie corps. Alors l'entête comprend le nom qui va expliquer l'utilité du programme, tel que ici algorithme maximum de 3 variables. Ensuite, je vais préciser la partie données où je vais différencier les données en entrée, les données en sortie et les auxiliaires tels que c'est fait dans cette partie-là. Dans le corps va commencer par un mot-clé début, finir par un mot-clé fin et au milieu, je vais mettre les différentes instructions dans un ordre précis. Donc voici les composantes que je devrais avoir dans tout algorithme. Voici un algorithme qui consiste à calculer la somme S est égal de 1 plus 2 plus jusqu'à n. Donc on sait très bien que cette somme-là se traduit par la formule n fois n
plus 1 sur 2. Donc ici, les entrées sont la variable n et en sortie, je voudrais calculer la somme qui est également de type entière. Donc le traitement commence par le mot-clé début et finit par le mot-clé fin. Je lis d'abord le n à partir de l'utilisateur et ensuite je calcule la somme n qui est égale à n fois n plus 1 ensuite divisé par 2. Veuillez remarquer ici que la multiplication se note par le symbole étoile et que la division se note par le symbole slash. Et ensuite, j'affiche la somme en sortie. Un autre exemple qui correspond à la somme produit et division de deux variables. Donc ceci correspond à l'entête, ceci est le corps. Alors ici, j'ai deux variables x et y pour lesquelles je voudrais calculer la somme produit et la division. Donc, je lis x et y, je calcule la somme qui est égale à x plus y, le produit qui est x fois y et d qui est égal à x fois y. Une fois ces calculs faits, j'affiche les trois variables en sortie vers l'écran. Et donc ici, si vous voyez, je peux reprendre l'exemple concernant l'erreur de division dans le cas où ici je saisis la valeur y est égale à 0. Veuillez remarquer également que les variables sont notées x, y, mais également s, p et d. Alors s voulant dire somme, p voulant dire produit et d voulant dire division. Cependant, il est préférable pour plusieurs raisons, surtout en termes financiers et de maintenance. Cela coûte très cher de mettre à jour un programme. Il est préférable de nommer les variables telles que de la manière avec laquelle nous voulons les utiliser, de manière significative. Donc si s représente une somme, il faudrait utiliser le mot somme. P, il faudrait remplacer donc S par somme, P par produit et D par division et dire que somme est égale X plus Y, produit est égal, etc., etc. Il faudrait également que l'algorithme soit lisible, facile à lire. Si vous voyez ici délibérément, nous avons rajouté quelques lignes qui espacent et qui permettent d'aérer le programme pour pouvoir le décomposer par parties fonctionnellement ou logiquement qui se ressemblent. Également, je parle d'intentation. Voici un contre. Alors ici, excusez-moi, je reviens sur le concept de lisibilité et de nomination des variables. J'aurais pu très bien appeler la variable P de produit Matesha plutôt que simplement P. Et auquel cas, j'aurais exactement le même résultat. Cela ne changerait rien pour l'utilisateur. Mais par contre, vous voyez que ici, ce n'est pas du tout une variable qui représente la multiplication. J'aurais pu remplacer la somme par P et cela n'aurait rien changé. J'aurais pu remplacer la division D par S et cela n'aurait rien du tout changé dans le résultat final. Par contre, on peut comprendre qu'il serait un peu difficile à un utilisateur de comprendre de prime abord de quoi il s'agit. En termes d'intentation, ceci est exactement le même programme, mais vous voyez que ici nous avons délibérément mis les différentes instructions de manière anarchique sans suivre un ordre précis. Et vous voyez que ici la lisibilité est très difficile et n'est pas du tout correcte et donc est un programme qui devient difficile à lire et à décortiquer. Donc il est plus préférable d'avoir des programmes bien écrits, les variables bien nommées euh, ainsi que l'indentation bien respectée, c'est-à-dire que les instructions à l'intérieur du corps et le corps à l'intérieur des mots-clés début et fin, les mots-clés début et fin à l'intérieur de traitement, etc. Donc il y a un ensemble de bonnes pratiques qui permettent, ici le programme est bien écrit avec des nominations très claires, etc. Donc je retourne aux variables qui devraient être utilisées, bien nommées. Donc la suite du chapitre ou la suite du cours va consister à se concentrer. Alors dans de prochains chapitres, nous allons en fait parler des données parce qu'elles constituent une étape, une composante principale des données qui sont traitées dans un algorithme et nous allons bien sûr parler des instructions qui composent le corps essentiel ou le noyau d'un algorithme. Alors ici, je vous propose un ensemble d'exercices que je vous conseille de, de pratiquer afin de voir les différentes méthodes de résolution de problèmes et différents algorithmes qui peuvent être écrits.